Mes chers amis, le Ghana, le Togo et le Tchad sont dans le viseur des organisations terro-impérialistes ou impériales terroristes pour empêcher leur rapprochement vers l'Alliance des États du Sahel. Je vais prendre pays par pays. D'abord le Ghana. Vous le savez, à la fin de l'année passée, il y a eu une élection présidentielle au Ghana, qui est un état de droit. Et à l'issue de cette élection, le candidat de l'opposition, John Mahamad Dramani, a été déclaré vainqueur. Il a battu le candidat du parti sortant, dirigé par Nana Akufo-Addo, qui bien sûr a tenté une fraude, mais qui n'a pas pu submerger l'état de droit ghanéen pour imposer la victoire de son poulain. La défaite du candidat de Nana Akufo-Addo n'a pas été du goût de Nana Akufo-Addo, mais elle n'a pas non plus été du goût de l'organisation néocolonisée de la CEDEAO. Elle n'a pas été du goût des puissances qui sont les parraines de la CEDEAO. Celles qui voulaient pousser la CEDEAO, par exemple, à attaquer militairement le Niger. Celles qui ont instrumentalisé la CEDEAO en janvier 2022 pour infliger des sanctions illégales, criminelles, inhumaines au Mali, par la suite au Burkina et au Niger. Le 3 janvier 2024, si je ne me trompe pas des dates, au principal grand marché de vêtements second-hand au Ghana, il y a eu un incendie qui a ravagé presque tous ces grands marchés. Il y a eu plusieurs pertes économiquement, mais ce qu'il faut dire, Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, selon les informations qu'on a reçues. Il y a plusieurs choses qu'on doit parler dans cette vidéo concernant cet incendie parce que pour l'instant, plusieurs personnes sont en train de dire que soit les causes sont dues à des courts-circuits, mais d'autres personnes sont en train de partir plus loin en disant que ça c'est causé par des balles-frappes. Quand on voit aussi au Togo de Fort Gnassingbé en 2024, il y a eu un grand marché qui avait aussi pris feu. Quand on fait un peu la comparaison entre ces deux faits, on se dit que ce n'est pas forfait tout ce qui est arrivé. Il se peut que les rapprochements entre ces nouveaux chefs d'État ghanéens avec les pays de l'AES, parce que tout dernièrement, il a invité M. Assimi Goïta à se rendre au Ghana, tout comme Fort Gnassingbé, dans le temps passé, avait aussi un peu rapproché les pays de l'AES. Est-ce qu'un avertissement de la part de tous ces groupes terroristes qui sont sous le commandement des puissances oligarchiques? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Pour préparer son investiture, le nouveau président ghanéen John Mahamad Dramani a dépêché une délégation spéciale chez le président de la Confédération des États du Sahel. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. John Mahamad Dramani a demandé à ce que le président Assimi Goïta, ou l'un de ses représentants attitrés, veuille bien honorer de leur auguste présence la cérémonie d'investiture de son pouvoir. Cette démarche ghanéenne n'est pas du goût des maîtres de l'ancien pouvoir. Elle n'est pas du goût de la CEDEAO. Elle n'est pas du goût de l'OTAN. Elle n'est pas du goût des néocolonialistes et des impérialistes qui pressentent que cette visite, cette offre, cette ouverture diplomatique proposée par le Ghana est une manière pour John Mahamad Dramani, le nouveau président élu du Ghana, de préparer un rapprochement du Ghana vers l'AES, en même temps que la fin du séjour des troupes américaines, des troupes de l'OTAN sur le sol ghanéen. Cela augure tout naturellement aussi une radicalisation de la lutte antiterroriste, sans l'appui des puissances de l'OTAN. Or, une enquête du média officiel européen Reuters, à la fin de l'année 2024, a établi que le nord du Ghana était une base arrière des groupes terroristes qui bénéficiaient d'une attitude passive du régime de Nana Akufo-Addo. Vous avez tous suivi cela. Donc l'arrivée de John Mahamad Dramani à la tête du Ghana sème un vent de panique parmi les groupes terroristes et leurs sponsors internationaux. Les groupes terroristes paniquent, l'OTAN panique, toutes les puissances néocolonialistes paniquent. Pourquoi? Parce que John Mahamad Dramani, peut déloger toutes les forces de l'OTAN en un seul décret, en donnant un délai. John Mahamad Dramani peut radicaliser le combat de l'armée ghanéenne contre les groupes terroristes qui se réfugient au nord du Ghana.
Et il peut le faire en association avec l'armée burkinabé, avec l'armée nigérienne, avec l'armée malienne, c'est-à-dire avec la Confédération des États du Sahel. Tout cela, il ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Voilà pourquoi la pression est en train d'être mise par les terroristes sur le nouveau président ghanéen, alors même qu'il n'est pas encore installé dans son fauteuil. Ils se sont mis à brûler tous les marchés au Ghana. Ils se sont mis à brûler tous les marchés au Ghana. J'ai regardé les images du grand marché du vêtement à Accra qui vient d'être brûlé. La totalité du marché a été brûlée. Alors même qu'il y a des sapeurs-pompiers à Accra et qu'ils sont intervenus dès qu'ils ont pu. Et qu'ils sont intervenus d'ailleurs très tôt. La totalité du marché a brûlé. Pour qu'un marché d'une telle taille, d'une aussi grande superficie, brûle entièrement, il est nécessaire que les pyromanes aient mis le feu à plusieurs endroits du marché en même temps. Donc, il ne s'agit pas d'une cause accidentelle. Parce que quand il y a un incendie accidentel dans un marché, il commence à un point A et puis il va continuer vers des points B, C, D, E, F, etc. On voit la progression de l'incendie à partir de sa cause. Alors que le marché d'Accra, il a été brûlé à partir de plusieurs positions. Et on sait donc que c'est un incendie criminel. Ce n'est pas un incendie accidentel. Ce marché a été brûlé à partir de plusieurs positions à la fois. C'est-à-dire que c'est un groupe terroriste, pyromane, qui a mis le feu au marché, littéralement. Il a quadrillé le marché. Ils ont lancé au moins, je ne sais pas, au moins 25 sources de feu dans le marché. De telle façon que quand les pompiers arrivent, ils ont affaire à un incendie total. Ils n'ont pas affaire à un incendie local qui progresse. C'est tout qui brûle en même temps. Il faut même faire l'hypothèse que les pyromanes aient utilisé des explosifs pour détruire la totalité du marché. D'accord ? Très bien. Donc, voilà ce qui se passe au Ghana. Les attaques de marché sont des avertissements que les groupes terroristes font au nouveau pouvoir ghanéen pour lui dire, si vous ne poursuivez pas la même politique que Nana Akufo-Addo, nous frapperons le Ghana et vous-même, nous finirons par vous frapper. On passe au deuxième pays dans ma liste, c'est le Togo. Le Togo de Faure Gnassingbé est un pays qui a deux difficultés fondamentales. Sa première difficulté, c'est que c'est un pays dont le régime n'est pas véritablement légitime parce que c'est un régime qui est arrivé au pouvoir par coup d'État et qui est resté au pouvoir par une succession de coups d'État civils ou de coups d'État constitutionnels. Donc c'est un régime qui souffre d'un vrai problème de légitimité. Et ce problème de légitimité a débouché sur la non-réconciliation nationale. Les Togolais sont fortement divisés par la manière violente dont le régime issu de la dictature france-africaine du père Eyadema se poursuit par son fils. Ce n'est pas une république démocratique, il s'agit d'une monarchie présidentielle. C'est ce que c'est le Togo. Quand vous êtes de bonne foi et quand vous connaissez l'histoire de ce pays, vous savez que ce pays n'est pas encore un état de droit. Un pays ne peut pas être une démocratie s'il n'est pas d'abord un état de droit. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays dans lequel le citoyen est protégé de la brutalité du pouvoir exécutif par la loi. Non. Dans ce pays, c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi. Et ça, c'est un problème fondamental de toutes les dictatures africaines. Dès lors que c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi, le président en exercice dispose de la vie de tous ses citoyens, de tous ses concitoyens. Il dispose de leur liberté. Il dispose de tous les pouvoirs, des droits de vie ou de mort sur son peuple. Ça, c'est un problème que le Togo a. Deuxième problème que le Togo a, son système sécuritaire est en partie dépendant de forces néocolonialistes et impérialistes occidentales. Par exemple, les experts militaires et sécurocrates d'Israël continuent à jouer un rôle important dans l'appareil de sécurité du Togo. Or, Israël et ses experts militaires
mais ce sont les gens de l'OTAN. Ce sont les gens de l'OTAN. Or, l'OTAN, vous le savez très bien, c'est la coalition qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, qui a organisé l'invasion du Sahel, et qui veut, à travers cette déstabilisation structurelle, imposer ses bases militaires sur tout le continent africain. Rien que les États-Unis, la grande puissance directrice de l'OTAN, ils disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde. Et ils ont un pion avancé au Togo. Le régime togolais est en intelligence avec les forces otaniennes pour son système sécuritaire. Voilà sa deuxième faiblesse. Première faiblesse, c'est un régime qui n'est pas réconcilié avec son peuple à cause de sa pratique autoritaire, autocratique. Deuxième faiblesse, c'est un régime qui dépend encore des réseaux sécuritaires néocolonialistes et impérialistes otaniens. Mais, de l'autre côté, le président Faure Gnassingbé s'est démarqué des autres chefs d'État de la CEDEAO en adoptant une attitude fraternelle envers les pays de l'AES. Il a refusé de s'aligner sur la ligne dure contre le Mali, la ligne dure contre le Burkina Faso, la ligne dure contre le Niger. Il a même proposé le port de Lomé comme voie de sortie et d'entrée des marchandises des pays de l'AES pour compenser l'embargo criminel que le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire avaient envisagé contre ces pays-là, même le Ghana. Donc, le président Faure Gnassingbé s'est mis dans une situation littéralement ambiguë, avec littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, l'allégeance qui se perpétue au système sécuritaire et à la tutelle sécuritaire de l'OTAN, à travers son propre appareil sécuritaire, qui est largement issu du néocolonialisme, du colonialisme français et de la tutelle otanienne. Il a ce côté-là. Et puis de l'autre côté, il y a cette ouverture, il y a cette lucidité, il y a cette reconnaissance qu'il apporte au processus politique en cours au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et ça, c'est un fait incontestable. Il m'a fallu du temps pour que mes frères et amis de la résistance de l'opposition togolaise comprennent cela. Parce que certains opposants togolais ont persisté dans cette espèce de naïveté géopolitique qui consistait à ne pas voir que la politique étrangère du Togo vers l'AES était un avantage, c'était un atout de Faure Gnassingbé. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, je le critique, je déteste tous les dictateurs africains. Donc, je ne suis pas un soutien de M. Faure Gnassingbé. Je connais quelques-uns de ses ministres, d'accord, mais je ne le soutiens pas. Parce que je l'attends sur le terrain fondamental de l'émancipation de mon peuple, le peuple africain du Togo. Mais ce n'est pas parce que je ne le soutiens pas que je ne dois pas reconnaître qu'il a, sur le plan diplomatique, fait des choses positives vers le Mali, vers le Burkina Faso et vers le Niger. La preuve, ceux-là même qui soutiennent sur tous les réseaux sociaux les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, ne leur en veulent pas des bonnes relations qu'ils entretiennent avec le président togolais. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le courage de ses positions. Si vous n'êtes pas capable d'en vouloir au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré ou au président Abdourahmane Tiani, parce qu'ils ont de bonnes relations avec le président togolais, cela veut dire que vous avez bien compris qu'il y a une réalité politique là. À savoir que l'attitude de la diplomatie togolaise envers les pays de l'AES est globalement une attitude positive. Ceci est vrai que cela vous plaise ou pas. Grandir en politique, c'est cela. Donc, chaque fois que l'AES, on a voulu encercler l'AES, on a voulu isoler l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, le président togolais a ramé à contre-courant. Quelle est la conséquence? La conséquence en est que les terroristes se sont mis à frapper sévèrement le Togo. Et voici maintenant 1 an et demi que le Togo est victime de la stratégie de l'attaque contre ses marchés. En 2023, un grand marché togolais a été brûlé, exactement comme le marché ghanéen qui vient d'être brûlé. Le marché a été attaqué à partir de plusieurs positions. Il a été complètement brûlé. C'est la même stratégie qui vient d'être employée à cette fin d'année. En septembre 2024, un autre marché togolais a brûlé. En décembre 2024, ils ont rebrûlé un autre marché togolais. Les terroristes frappent le Togo. Pourquoi?
pour dire à Fort Gnassingbé, on ne peut pas avoir 2 mètres. Soit tu es avec l'AES, et donc vous êtes dans la Confédération des États du Sahel, et vous êtes contre nous, la CEDEAO, et les néocolonialistes français et les impérialistes otaniens en général, soit tu es avec nous, et tu dois être contre l'AES, contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré, et contre Abdourahmane Tchani. La pression sécuritaire sur le Togo a augmenté considérablement ces dernières années. Plusieurs positions de l'armée togolaise ont été sévèrement attaquées. Des dizaines de soldats togolais ont été assassinés. Et maintenant, on attaque le tissu économique togolais. Parce que je viendrai tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'ils brûlent les marchés. Il faut que vous sachiez. On attaque le tissu économique togolais dans un but précis. Si on attaque les marchés, c'est dans un but précis. Il faudrait que vous réfléchissiez aux conséquences des attaques contre les marchés. Qu'est-ce que ça va provoquer dans le pays? Et là, vous saurez qu'il s'agit vraiment d'une opération de déstabilisation. Chacun d'entre nous est libre de laisser en commentaire tout ce qu'il pense concernant cette situation. Le marché du Ghana qui est en train de brûler en ce début d'année, étant donné que le président ghanéen, le tout nouveau président, est en train, de rapprocher les différents pays de l'AES, jusqu'à partir lancer une invitation au général Assimi Goïta. Au Togo, on avait vu aussi un peu les mêmes choses. En 2024, il y a un marché qui avait brûlé, faisant aussi plusieurs dégâts. Et on se pose la question, est-ce que du fait que M. Fort Gnassingbé s'était un peu rapproché d'une part ou d'une autre des pays de l'AES, c'était un avertissement, tout comme ce que nous sommes en train de voir au Ghana. Les analyses que Dr Franklin Yamsi est en train de faire ici, le plus souvent, on le juge, mais en fin de compte, on lui donne raison. Et ces avertissements qu'il va donner, je pense que ce n'est pas à prendre aussi à la légère. Si vous pensez qu'il a raison ou pas de ces analyses, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pourquoi les terroristes attaquent-ils les marchés? C'est important que vous sachiez l'enjeu de l'attaque terroriste contre les marchés. Les marchés sont les lieux où les hommes et les femmes viennent échanger les richesses qui ont été produites dans le pays, soit par la production nationale, soit par l'importation. Donc, en attaquant les marchés, on détruit une zone d'intersection fondamentale entre l'offre et la demande. L'économie fonctionne aussi sur la base de la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, où se rencontrent-elles dans un système économique? C'est au marché. Si on détruit le marché, l'offre est détruite, la demande est détruite. Donc, l'attaque contre les marchés a un effet immédiat sur la société. Des micro-entreprises vont fermer parce qu'on a détruit leurs entrepôts. Beaucoup de gens stockent leurs marchandises dans le lieu du marché, où ils ont un magasin et puis un lieu d'exposition et de vente. Donc, quand on brûle le marché, on a brûlé des stocks. On a donc détruit le capital. On a aussi détruit, en brûlant le marché, on détruit aussi les capitaux financiers. Parce qu'il y a plusieurs entreprises possédant des magasins au marché qui se ferment très bien, qui laissent des fonds de caisse, qui laissent de l'argent, notamment de l'argent sous forme de billets de banque, à l'intérieur de leur caisse stratégique au marché, en sachant que c'est fermé et même que c'est protégé par des gardiens. Quand on brûle le marché, on brûle de l'argent. On brûle de l'argent liquide. Donc les gens ont des pertes financières, non seulement en marchandises, mais ils ont des pertes fiduciaires, ils ont des pertes en argent. Quand on a brûlé le marché comme ça, plusieurs entreprises ferment, plusieurs petites et moyennes entreprises ferment. Mais la conséquence, c'est aussi que pour renouveler les marchandises, pour pouvoir acheter ce qui a été brûlé au marché, les consommateurs sont obligés de payer plus cher. Puisque brûler les marchés produit de la rareté, et que la rareté entraîne l'augmentation des prix, brûler les marchés, c'est une bonne manière de provoquer une inflation, une hausse vertigineuse des prix des matières premières, des produits de base dans le pays. Donc, en fait, brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Vous venez de comprendre pourquoi ils attaquent les marchés? Ils attaquent les marchés pour provoquer artificiellement des crises économiques et sociales sévères qui vont soulever les populations contre les régimes en place. On brûle les marchés au Ghana
pour que le Ghana soit rapidement ingouvernable. Que les Ghanéennes et les Ghanéens soient dans la rue contre John Mahamad Dramani. Et que John Mahamad Dramani soit obligé de se mettre à genoux, comme Nana Akufo-Addo, devant le FMI et la Banque mondiale. On brûle les marchés au Togo pour que le peuple togolais finisse par se révolter contre Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé soit obligé de faire la volonté des maîtres néocolons impérialistes et de continuer la spirale d'endettement de l'économie togolaise auprès du FMI et de la Banque mondiale. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez et surtout de me dire s'il y a une ressemblance entre ces deux faits. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont en train de commettre ces actes-là juste pour effrayer la population ou bien pour donner un avertissement à ces présidents pour dire qu'on ne peut pas être du côté de l'AES et du côté de la CEDEAO. Tout ce qu'il faut dire, c'est que le temps nous donnera raison. Est-ce que les analyses de Dr Franklin Nyamsi qu'il est en train de donner ou bien ces avertissements qu'il est en train de donner à ces différents présidents, qu'il a raison d'anticiper ou bien voilà que c'est juste qu'il est en train de dramatiser les faits. En tout cas, la plupart des cas, il a le plus souvent raison. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.